Si tu vas à la maison, n'entre pas dans le garage. » Ma belle-fille m'a dit ça un mardi soir, les yeux plantés dans les miens, avec ce sourire qui n'en était pas un. Ce sourire qu'elle avait toujours quand elle me parlait. Un étirement des lèvres sans chaleur, sans âme, comme un masque qu'on enfile par politesse. Et moi, comme une idiote, j'ai hoché la tête. J'ai dit d'accord. J'ai souri en retour. De ce sourire de vieille femme qui ne veut pas faire d'histoire, qui veut juste qu'on lui fiche la paix. Ce soir-là, j'ai ouvert le garage. Je m'appelle Colette Masson. J'ai 69 ans. Et ce que j'ai découvert cette nuit-là dans l'obscurité froide de ce garage de banlieue parisienne a détruit en quelques secondes tout ce que je croyais savoir sur mon fils, sur ma famille, sur l'amour maternel et sur ce qu'il nous coûte vraiment. Mais laissez-moi reprendre depuis le début, parce que cette histoire, elle ne commence pas dans un garage. Elle commence le jour où j'ai perdu mon mari et où j'ai cru que mon fils allait me sauver. Raymond est mort un jeudi de septembre, il y a 2 ans. Une crise cardiaque, foudroyante, brutale, sans prévenir. Il était dans notre cuisine, celle de notre maison de Clamart, cette maison où nous avions vécu pendant 40 ans. Il préparait le café comme chaque matin, avec sa vieille cafetière italienne qu'il refusait de remplacer. Moi, j'étais dans le jardin, je coupais les dernières roses de la saison. C'était une belle matinée d'automne. Le soleil filtrait à travers les feuilles jaunies du tilleul, et je me souviens avoir pensé que c'était une journée parfaite. Quand je suis rentrée, Raymond était par terre. Allongé sur le carrelage froid, les yeux ouverts, la cafetière encore dans la main. Le café s'était répandu autour de lui, une flaque sombre qui ressemblait à du sang. J'ai hurlé son nom. Je me suis jetée à genoux. J'ai essayé de le réanimer, de lui faire du bouche à bouche comme on voit dans les films. Mais je savais déjà. Au fond de moi, je savais. Il était parti. Mon Raymond, l'homme avec qui j'avais partagé 44 ans de ma vie, n'était plus là. 44 ans de mariage. 44 ans à construire une vie ensemble, pierre par pierre, jour après jour. Les débuts difficiles dans notre premier appartement minuscule. La naissance de Bruno, notre fils unique. L'achat de cette maison de Clamart qui nous avait coûté toutes nos économies. Les vacances en Bretagne chaque été. Les dimanches en famille. Les disputes aussi, les réconciliations. Une vie ordinaire, une vie simple, mais une vie pleine. Et en une seconde, plus rien. Les semaines qui ont suivi la mort de Raymond sont floues dans ma mémoire. Je me souviens des visites, des condoléances, des voisines qui apportaient des plats cuisinés que je ne mangeais pas. Je me souviens des nuits blanches, seule dans ce grand lit, où l'autre côté restait froid. Je me souviens du silence, surtout. Ce silence assourdissant d'une maison vide. Bruno est venu à l'enterrement, bien sûr. Mon fils unique, mon petit garçon devenu un homme de 42 ans, ingénieur dans une grande entreprise, marié depuis 8 ans à Céline. Il m'a tenu la main pendant la cérémonie. Il a pleuré, je crois. Céline était là aussi, à côté de lui. Elle portait une robe noire très élégante, des talons hauts, et elle regardait son téléphone pendant que le prêtre lisait l'éloge funèbre. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. Je ne disais jamais rien à Céline. 1 mois après la mort de Raymond, Bruno est venu me voir. Il est arrivé un dimanche après-midi, seul, sans Céline. Il s'est assis dans le salon, dans le fauteuil où son père s'asseyait toujours pour lire le journal. Et il m'a regardé, avec cet air sérieux qu'il prenait quand il avait quelque chose d'important à me dire. « Maman, tu ne peux pas rester seule ici. Cette maison est trop grande pour toi. Viens vivre avec nous. » J'ai regardé autour de moi, ce salon où j'avais passé ma vie,
les meubles en merisier que Raymond et moi avions choisis ensemble pour nos 20 ans de mariage. Les photos sur les murs. Bruno bébé, Bruno à l'école, Bruno le jour de son mariage. Le fauteuil où Raymond lisait chaque soir. La bibliothèque qu'il avait construite lui-même, de ses mains. Un été où il avait décidé de se mettre à la menuiserie. « Je ne sais pas, Bruno. C'est chez moi ici. C'est toute ma vie. » Il s'est penché vers moi. Ses yeux étaient doux, inquiets. Il ressemblait tellement à son père, dans ces moments-là, avec ce même regard sérieux, cette même façon de froncer légèrement les sourcils. « Maman, tu as 67 ans. Tu viens de perdre papa. Tu ne peux pas vivre seule dans cette grande maison. C'est trop d'entretien, trop de travail. Et puis, Céline et moi, on a de la place. On a une grande maison à Meudon, avec une chambre d'amis qui ne sert jamais. Tu seras avec nous, en famille. » En famille. Ces mots m'ont fait chavirer, parce que c'était tout ce que je voulais. Ne pas être seule, avoir quelqu'un près de moi, entendre des voix le matin, des pas dans le couloir, sentir que je comptais encore pour quelqu'un. « Et ma maison ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce qu'on en fait ?» Bruno a hésité. Il a détourné le regard, juste une seconde, puis il m'a regardé à nouveau. « On pourrait la vendre, ou la louer. L'argent t'aiderait pour ta retraite. Et puis, soyons honnêtes, maman, tu n'en as plus besoin, non? Cette maison, c'est trop grand pour une personne seule. C'est du gaspillage. » Tu n'en as plus besoin. Cette phrase aurait dû me faire réfléchir, aurait dû allumer une petite lumière d'alarme quelque part dans mon esprit. Mais j'étais épuisée, brisée par le deuil, par les nuits sans sommeil, par cette solitude qui me rongeait. Je voulais juste que quelqu'un s'occupe de moi, que quelqu'un me dise quoi faire. « D'accord, » ai-je dit, « je viens. » Le sourire de Bruno ce jour-là était radieux. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée sur le front, m'a dit que tout irait bien, que j'allais voir, que vivre avec eux serait formidable. Et moi, j'ai cru. J'ai cru parce que c'était mon fils, parce que je l'aimais, parce qu'une mère veut toujours croire le meilleur de son enfant. 3 mois plus tard, j'ai signé les papiers chez le notaire. Ma maison de Clamart, celle que Raymond et moi avions achetée en 1982 avec un prêt sur 25 ans, celle où Bruno avait fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots, celle où nous avions fêté tant de Noël et d'anniversaires, je l'ai donnée à mon fils. Pas vendue, pas louée, donnée. Une donation en bonne et due forme, définitive et irrévocable. Le notaire, Maître Blanchard, m'avait regardé par-dessus ses lunettes, avec un air étrange. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris et un costume impeccable. Il faisait ce métier depuis longtemps. Il avait dû voir beaucoup de situations similaires. « Madame Masson, vous êtes absolument sûre de votre décision ? Une donation, c'est définitif. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. »« C'est mon fils, » avais-je répondu en souriant. « Un jour, cette maison lui reviendra de toute façon. Autant lui donner maintenant, pendant que je suis là pour le voir en profiter. » Le notaire avait hoché la tête lentement, mais je voyais bien qu'il n'était pas convaincu. Il avait posé son stylo, s'était calé dans son fauteuil. « Madame, je dois vous informer de certaines choses. Une fois cette donation signée, cette maison ne vous appartiendra plus. Vous n'aurez plus aucun droit dessus. Votre fils pourra en faire ce qu'il veut. La garder, la louer, la vendre. Et vous n'aurez rien à dire. » J'avais balayé ses inquiétudes, d'un geste de la main. Bruno ne ferait jamais quelque chose contre mes intérêts. C'est mon fils. Il m'aime. J'avais signé ce jour-là toutes les pages, tous les paraphes,
Bruno m'avait embrassé sur le front en sortant de l'étude. « Merci, maman. Tu ne le regretteras jamais. Je te le promets. » Je l'ai cru. Encore une fois, je l'ai cru. Parce que c'est ce que font les mères. Elles croient leurs enfants, même quand tout devrait leur dire le contraire. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Si vous êtes seul chez vous, comme je l'étais, ou entouré de votre famille, écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui m'écoute. Je me suis donc installée chez Bruno et Céline, dans leur grande maison de Meudon. Le déménagement a été rapide, presque brutal. En une semaine, j'ai vidé la maison de Clamart. J'ai trié 40 ans de vie commune avec Raymond. J'ai jeté ce qu'il fallait jeter. J'ai emballé ce que je voulais garder. Michel m'a aidée. Elle venait tous les jours. Elle me tenait la main quand je craquais devant un vieux pull de Raymond ou une carte postale qu'il m'avait envoyée pendant nos fiançailles. La maison de Bruno et Céline était une construction récente, moderne, avec de grandes baies vitrées et un jardin impeccable. Une maison d'architecte, comme on dit dans les magazines de décoration. Tout y était pensé, calculé, optimisé. Tout le contraire de ma maison de Clamart, avec ses murs épais, ses poutres apparentes, ses recoins qui ne servaient à rien, son charme d'antan qui faisait dire aux visiteurs que c'était une maison qui avait une âme. Ici, tout était froid, clinique, presque. Des murs blancs immaculés, des meubles design en verre et en acier. Pas une photo de famille nulle part. Juste quelques tableaux abstraits que Céline avait achetés dans des galeries. Des trucs que je ne comprenais pas. Des taches de couleurs qui ne représentaient rien. Ma chambre était au bout du couloir de l'étage. Une pièce correcte, avec un lit double, une armoire encastrée, une petite salle de bain attenante. La fenêtre donnait sur le jardin arrière, sur la haie de tuyasses parfaitement taillée. C'était propre, c'était fonctionnel, mais ce n'était pas chez moi. Et chaque matin, en ouvrant les yeux, je mettais quelques secondes à me rappeler où j'étais, à comprendre pourquoi le plafond n'était pas le bon, pourquoi la lumière entrait par le mauvais côté. Les premiers jours, les premières semaines même, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien, que j'allais m'adapter, que cette maison deviendrait la mienne avec le temps. Céline travaillait dans l'immobilier. Elle était agente immobilier dans une grande agence de l'Ouest parisien, spécialisée dans les biens de luxe. Elle partait tôt le matin, souvent avant 8 heures, et rentrait tard le soir, parfois après 21 heures. Quand elle était là, elle était toujours au téléphone, à parler de mandats, de compromis, de pourcentages. Même pendant les repas, elle gardait son téléphone à côté de son assiette, les yeux rivés sur l'écran. Elle était polie avec moi, toujours polie. « Bonjour Colette. Bonsoir Colette. Ça va Colette ?» Mais il y avait quelque chose de distinct dans sa façon de me parler, comme si j'étais une invitée de passage qui s'attardait un peu trop. Elle ne me regardait jamais vraiment dans les yeux. Ses sourires n'atteignaient jamais son regard. Bruno, lui, travaillait beaucoup aussi. Il était ingénieur dans une entreprise d'aéronautique, avec des horaires à rallonge et des déplacements fréquents. Il partait souvent plusieurs jours, en province ou à l'étranger. Quand il était là, il semblait toujours fatigué, préoccupé. Il passait ses soirées devant son ordinateur, à répondre à des emails, à préparer des présentations. Nous n'avions plus ces longues conversations que nous avions autrefois, quand il venait me rendre visite à Clamart et que nous parlions pendant des heures autour d'un café. Au début, j'ai essayé de me rendre utile. Je me levais tôt, je préparais le petit déjeuner, je faisais le ménage, je passais l'aspirateur, j'époussetais les meubles,
Je m'occupais du linge, du repassage. Je préparais les repas du soir, en essayant de retrouver les recettes que Bruno aimait quand il était enfant. Je pensais que ça aiderait, que Céline finirait par m'accepter, par me voir comme une alliée plutôt que comme un fardeau. Mais un soir, alors que j'avais passé l'après-midi à préparer un pot-au-feu, la recette de ma mère, celle que Raymond adorait, Céline est rentrée, a regardé la marmite fumante sur la cuisinière et a dit d'un ton neutre « Colette, ce n'est vraiment pas nécessaire. On mange léger le soir. C'est mauvais de manger aussi lourd avant de dormir. » Elle n'a pas touché au plat. Bruno non plus. Ils ont commandé des sushis sur une application. Des trucs crus enveloppés dans des algues. Et ils ont mangé dans le salon, devant la télévision, pendant que je restais seule dans la cuisine, à regarder mon pot-au-feu refroidir. J'ai mangé toute seule ce soir-là, assise à la table de la cuisine, le goût de la viande et des légumes gâchés par les larmes que j'essayais de retenir. Je me souviens avoir pensé à Raymond, à tous ces dimanches où il se resservait 3 fois, en disant que personne ne cuisinait le pot-au-feu comme moi. Il aurait été furieux de voir son fils traiter sa mère comme ça. Il aurait dit quelque chose d'autre et lui, il n'aurait pas laissé faire. Mais Raymond n'était plus là. Et moi, je n'avais pas le courage de protester. Je me disais que c'était normal, que Céline avait ses habitudes, que je devais m'adapter. Après tout, c'était leur maison, pas la mienne. Les semaines ont passé, et petit à petit, j'ai compris les règles non dites de cette maison. Ces règles que personne n'énonçait clairement, mais qui étaient là, invisibles, implacables. Ne pas utiliser la machine à laver le matin avant 10 heures. Ça faisait du bruit. Et Céline dormait, parce qu'elle rentrait tard et qu'elle avait besoin de récupérer. Ne pas regarder la télévision après 22 heures. Ça dérangeait. Même dans ma chambre. Même avec le son très bas. Ne pas inviter d'amis à la maison sans prévenir au moins 1 semaine à l'avance. C'était leur maison, pas la mienne, et ils avaient le droit de savoir qui venait chez eux. Ne pas ouvrir les placards de la cuisine au hasard. Céline avait son organisation, et elle n'aimait pas qu'on y touche. Ne pas poser de questions sur l'argent. Jamais. Ça, c'était la règle la plus importante, la plus sacrée. L'argent était un sujet tabou. Une fois, j'ai demandé à Bruno ce qu'il avait fait de ma maison de Clamart. Il l'avait mise en location, m'avait-il dit. Une famille avec 2 enfants, des gens très bien. Et le loyer ? Avais-je demandé innocemment. Ça rapporte combien ? Le visage de Bruno s'était fermé instantanément. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. On gère. On gère. Cette phrase, il la répétait souvent. On gère. Comme si mes questions étaient déplacées. Comme si je n'avais pas le droit de savoir ce qu'on faisait de ma maison, celle que j'avais donnée. Je n'ai jamais vu 1 centime de ce loyer. Pas 1 euro. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi naïve. 6 mois après mon arrivée chez Bruno et Céline, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petits détails, des regards échangés, des silences qui duraient 1 seconde de trop. Céline qui chuchotait au téléphone dans le couloir et raccrochait précipitamment quand j'entrais dans la pièce. Des lettres qui arrivaient à mon nom. Mon nom à moi, Colette Masson. Mais que je ne voyais jamais. Quand j'ai demandé à Céline si j'avais reçu du courrier, elle a haussé les épaules en disant que non, rien d'important, juste des publicités qu'elle avait jetées. Des rendez-vous médicaux que Céline prenait pour moi, sans me consulter. Un jour, elle m'a annoncé que j'avais rendez-vous chez un médecin le mardi suivant, un certain docteur Mercier. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était juste un bilan de santé, une visite de routine, rien de grave.
Elle a ajouté que c'était normal à mon âge, qu'il fallait surveiller certaines choses, et que de toute façon, elle s'était occupée de tout. Je n'avais qu'à y aller. Je me suis retrouvée dans un cabinet médical que je ne connaissais pas, dans un quartier que je n'avais jamais visité, face à un docteur que je n'avais jamais vu. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec une blouse blanche impeccable et un regard fuyant. Il me posait des questions étranges, des questions sur ma mémoire, sur mon orientation dans le temps et l'espace, sur mes capacités à gérer mon quotidien. Quel jour sommes-nous? Quelle saison? Pouvez-vous compter à rebours de 100 en retirant 7 à chaque fois? Pouvez-vous répéter ces 3 mots que je viens de vous dire? Des questions qu'on pose aux personnes séniles, aux gens qui perdent la tête. Des tests qu'on fait subir aux vieux qui ne savent plus qui ils sont. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, en me demandant ce que tout cela signifiait, pourquoi Céline m'avait envoyé là, ce qu'elle cherchait à prouver. À la fin de la consultation, le médecin m'a dit que tout allait bien, que je n'avais pas à m'inquiéter. Mais son regard me disait autre chose. Et quand je suis sortie de son cabinet, j'avais un mauvais pressentiment, un très mauvais pressentiment. Un jour, j'ai trouvé sur la table de la cuisine un dépliant en papier glacé. Les jardins de l'automne, résidence pour seniors autonomes et semi-autonomes. Sur la couverture, une photo de vieille personne souriante, assise dans un jardin ensoleillé, avec des infirmières en blouse blanche qui leur tendèrent des verres de jus d'orange. Mon sang s'est glacé. « Céline ?» ai-je demandé ce soir-là, en essayant de garder une voix calme. « C'est quoi ce dépliant ?» Elle était assise sur le canapé, son téléphone à la main comme toujours. Elle a à peine levé les yeux. « Ah, ça? C'est pour une cliente. Elle cherche une place pour sa mère, qui ne peut plus vivre seule. Elle m'a demandé des conseils, alors j'ai récupéré des brochures. »« Ah bon? » »« Oui. » Elle a souri, ce sourire qui n'en était pas un, ce sourire que je voyais de plus en plus souvent sur son visage. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû voir les signes, relier les points, comprendre le tableau qui se dessinait sous mes yeux. Mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, que le deuil me rendait méfiante, suspicieuse, que Céline était peut-être froide, peut-être distante, mais pas méchante. Pas vraiment méchante, pas au point de me vouloir du mal. Je me trompais tellement. Un mardi soir de novembre, il y a 3 mois de cela, tout a basculé. Bruno était en déplacement pour le travail, à Toulouse pour 3 jours. J'étais seule avec Céline dans cette grande maison silencieuse. Nous avions dîné en silence, comme d'habitude. Une salade, du poisson grillé. Céline avait répondu à ses messages pendant tout le repas. Ensuite, je suis montée dans ma chambre pour lire un peu avant de dormir. Vers 22h, j'ai réalisé que j'avais oublié mon livre dans le salon. Je suis redescendue doucement pour ne pas déranger Céline. Elle était au téléphone, dans la cuisine. Elle me tournait le dos. Elle ne m'avait pas entendue arriver. Je me suis arrêtée dans le couloir, hors de vue, et j'ai écouté. « Oui, c'est presque prêt », disait-elle à voix basse. « Les papiers sont dans le garage. Tout est en ordre. Le notaire dit que c'est jouable, qu'il n'y aura pas de problème. » Elle a marqué une pause, écoutant son interlocuteur. « Non, ne t'inquiète pas. Elle a signé une procuration il y a 6 mois. Elle ne s'en souvient même plus. Elle signe tout ce qu'on lui donne. Elle ne lit jamais rien. » Une autre pause. « Oui, Bruno est d'accord. On en a parlé. Il dit qu'elle sera mieux là-bas, dans une structure adaptée, qu'elle a besoin de soins, de surveillance. Et nous, on récupère la maison de Clamart. Tu sais, celle qu'elle nous a donnée l'année dernière. On peut la vendre maintenant. Le marché est bon. J'ai fait estimer,
On peut en tirer au moins 450 000 €. Mon cœur s'est arrêté de battre. Mes jambes sont devenues molles. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La maison de Clamart. Ma maison. La procuration. Quelle procuration? Bruno est d'accord. Elle sera mieux là-bas. J'ai reculé doucement, très doucement, vers l'escalier. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû me tenir à la rampe. J'ai remonté les marches sans faire de bruit, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit, les jambes flageolantes, et j'ai essayé de comprendre ce que je venais d'entendre. Elle sera mieux là-bas, dans une structure adaptée. Céline parlait de me placer, de m'enfermer dans une maison de retraite, et Bruno était d'accord. Mon fils, mon propre fils, était d'accord pour se débarrasser de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule seconde. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux grands ouverts, à repasser dans ma tête chaque mot que j'avais entendu, à essayer de trouver une autre explication, une autre interprétation. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être que Céline parlait de quelqu'un d'autre. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que c'était de moi qu'elle parlait. De moi et de ma maison. De moi et de ma vie qu'on s'apprêtait à voler. Le lendemain matin, Céline est partie travailler comme d'habitude, à 8 heures tapantes. Avant de sortir, elle s'est arrêtée devant ma chambre. J'étais assise sur mon lit, encore en chemise de nuit, les yeux cernés par la nuit blanche. « Colette, si tu vas dans la maison aujourd'hui, n'entre pas dans le garage. Il y a des produits chimiques que j'ai achetés pour le jardin. C'est dangereux. Tu pourrais te faire mal. » Elle a souri. Ce sourire. « D'accord. » ai-je dit d'une voix que j'ai essayé de garder normale. « Parfait. Bonne journée. » Elle est partie. J'ai entendu sa voiture démarrer, puis le bruit du moteur qui s'éloignait. J'ai attendu toute la journée. Je n'ai pas bougé, ou presque. J'ai fait semblant de vivre normalement, de manger, de lire, de regarder la télévision. Mais tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, c'était cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. « N'entre pas dans le garage. » Pourquoi le garage? Qu'est-ce qu'elle cachait là-bas? Les papiers sont dans le garage, avait-elle dit au téléphone. Ce soir-là, Céline est rentrée vers 20 heures. Nous avons dîné en silence. Elle semblait détendue, normale. Elle ne se doutait de rien. Elle a regardé un film sur Netflix, puis elle est montée se coucher vers 23 heures. J'ai attendu. J'ai attendu qu'elle s'endorme, qu'elle soit profondément endormie. J'ai attendu minuit, puis 1 heure du matin. À 1h30, quand j'ai été absolument sûre que la maison était silencieuse, je suis sortie de ma chambre. J'ai descendu les escaliers dans le noir, en évitant les marches qui grinçaient. Je connaissais cette maison maintenant. Je savais où poser les pieds pour ne faire aucun bruit. Le garage était au sous-sol, accessible par une porte au bout du couloir, près de la cuisine. Une porte que je n'avais jamais ouverte, que je n'avais jamais eu de raison d'ouvrir. J'ai tourné la poignée, fermée à clé. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Mais je savais où Céline cachait les clés de secours. Dans le tiroir de la cuisine, sous les torchons. Je l'avais vue les ranger un jour, sans y prêter attention. J'ai ouvert le tiroir, j'ai fouillé sous les torchons. Mes doigts ont trouvé un trousseau de clés. 4 ou 5 clés différentes. J'ai essayé la première. Ce n'était pas la bonne. La deuxième non plus. La troisième a tourné dans la serrure. J'ai poussé la porte. L'obscurité m'a avalé. Une odeur de poussière et de renfermé m'a saisi à la gorge. J'ai tâtonné le long du mur, cherchant l'interrupteur. Mes doigts l'ont trouvé.
j'ai allumé et j'ai vu des cartons, des dizaines de cartons empilés contre les murs, du sol jusqu'au plafond, des cartons de toute taille, des grands, des petits, des moyens, et sur chaque carton, une étiquette écrite à la main, de l'écriture de Céline. Affaires, Colette. Mes affaires à moi. Je me suis approchée, les jambes tremblantes. J'ai ouvert le premier carton, celui qui était le plus accessible. Mes albums photos, tous mes albums photos, ceux que je cherchais depuis des mois, ceux que j'avais demandés à Céline, en lui disant que je voulais les regarder, et qu'elle m'avait dit avoir rangé quelque part. Elle ne savait plus exactement où. Elle me les retrouverait. Plus tard, ils étaient là, dans un carton, dans un garage, prêts à être jetés ou oubliés. J'ai ouvert un deuxième carton. Mes bijoux, la bague de fiançailles de ma mère, celle qu'elle m'avait donnée, avant de mourir. Le collier en or que Raymond m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Les boucles d'oreilles que j'avais portées le jour du baptême de Bruno. Je croyais avoir perdu ces bijoux. Je les avais cherchés partout quand je m'étais installée chez Bruno. Céline m'avait dit qu'elle ne les avait pas vus, que j'avais dû les égarer pendant le déménagement. Ils étaient au là, dans ce garage. J'ai ouvert un troisième carton. Des papiers, des documents, des dossiers entiers, classés avec soin. J'ai sorti les dossiers, les mains tremblantes, et là, j'ai compris. J'ai compris l'ampleur de ce qui se tramait. Il y avait l'acte de donation de ma maison, celui que j'avais signé chez le notaire, 1 an et demi plus tôt. Une copie certifiée conforme, avec le tampon du notaire. Ma signature en bas de page. Ce document-là, je le connaissais. Je l'avais signé de mon plein gré, en croyant bien faire, en croyant aider mon fils. Mais à côté de cet acte, il y avait un autre document. Un document que je n'avais jamais vu, jamais signé, dont j'ignorais l'existence. Un document qui m'a glacé le sang. Mandat de protection future. J'ai pris ce document dans mes mains tremblantes. J'ai approché le papier de la lumière pour mieux lire. Et j'ai lu, les yeux écarquillés, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je sous-signais Colette Marie Masson, née le 12 mars 1955 à Paris, demeurant actuellement au 47 avenue des Tilleuls à Meudon, désigne par le présent mandat Monsieur Bruno Masson et Madame Céline Dufour, épouse Masson comme mandataire, pour gérer l'ensemble de mes biens mobiliers et immobiliers et prendre toute décision relative à ma personne, en cas d'altération de mes facultés mentales ou corporelles de nature, à empêcher l'expression de ma volonté. Ma signature était en bas de la page. Une signature qui ressemblait à la mienne, mais qui n'était pas la mienne. Une signature que je n'avais jamais faite. J'ai continué à fouiller, les mains fébriles. Il y avait d'autres documents. Un certificat médical, daté de 3 mois plus tôt, signé par un certain docteur Martin, que je ne connaissais pas, attestant de troubles cognitifs modérés avec épisode de désorientation, nécessitant une surveillance adaptée et un environnement sécurisé. Troubles cognitifs, désorientation. Je n'avais jamais rencontré ce docteur Martin, jamais passé ses examens. Il y avait aussi une demande d'admission dans un établissement, les Jardins de l'Automne, résidence pour seniors, le même nom que le dépliant que j'avais trouvé dans la cuisine. Ma photo était agrafée au formulaire, mes coordonnées, mon numéro de sécurité sociale, tout était rempli, et une case était cochée, placement demandé par la famille, en raison de l'incapacité de la personne à vivre de manière autonome. Et enfin, une lettre du notaire, datée d'1 semaine plus tôt seulement. Maître et Madame Masson
Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que la vente de la propriété 6 au 23 rue des Lilas à Clamart peut être finalisée dès que la situation de Madame Colette Masson sera régularisée. La procuration générale signée par Madame Masson vous autorise à procéder à la vente, en son nom et pour son compte. Je reste à votre disposition pour fixer un rendez-vous. C'est un rendez-vous. J'ai lâché les papiers. Ils sont tombés par terre, éparpillés autour de moi. Ils allaient me voler ma maison. Ils allaient m'enfermer dans une maison de retraite, prétendant que j'étais sénile, que je ne pouvais plus vivre seule. Ils avaient falsifié ma signature, fabriqué un faux certificat médical. Ils avaient tout prévu, tout organisé, avec une précision chirurgicale. Et mon fils était d'accord. Mon fils faisait partie du plan. Je suis restée là, dans ce garage froid et poussiéreux, entourée de ma vie mise en carton, de mon identité rangée dans des boîtes en attendant d'être jetée. Et j'ai compris une chose terrible, une chose que je m'étais refusée à voir pendant des mois. Je n'étais pas leur mère, je n'étais pas un membre de leur famille. J'étais leur obstacle, un obstacle qu'il fallait éliminer pour récupérer l'argent. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. On donne son cœur, on donne sa maison, on donne tout ce qu'on a, en croyant que l'amour sera réciproque. Et on se retrouve dans un garage à minuit, à découvrir qu'on n'était rien d'autre qu'un portefeuille sur pattes. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. J'aurais pu m'effondrer cette nuit-là. J'aurais pu m'asseoir par terre, au milieu de ces cartons, et pleurer jusqu'à l'aube. J'aurais pu attendre que Céline se réveille et la supplier de me dire que ce n'était pas vrai, que j'avais mal compris, qu'il y avait une explication. Mais quelque chose s'est passé en moi à ce moment-là, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, même dans les moments les plus difficiles de ma vie. Pas de la tristesse, pas du désespoir, de la colère, une colère froide, dure, comme de la glace, une colère qui m'a fait serrer les poings, qui m'a fait relever la tête, qui m'a fait décider que non, je n'allais pas me laisser faire. J'ai ramassé les documents. Tous. L'acte de donation, le faux mandat de protection, le certificat médical bidon, la demande d'admission à la maison de retraite, la lettre du notaire. J'ai tout mis dans un sac plastique que j'ai trouvé dans un coin du garage. Puis je suis remontée dans ma chambre, silencieusement, comme j'étais descendue. J'ai regardé l'heure. 3 heures du matin. J'ai fait ma valise. Pas grand-chose. Quelques vêtements, mes médicaments, mon portefeuille avec ma carte d'identité et mes cartes bancaires, mon téléphone portable et les documents, bien sûr. Les documents que je n'allais lâcher pour rien au monde. À 4 heures du matin, j'ai appelé un taxi. J'ai donné l'adresse à voix basse, presque en chuchotant, même si j'étais seule dans ma chambre. À 4h30, je suis sortie de cette maison sans faire de bruit. J'ai refermé la porte d'entrée derrière moi, lentement, centimètre par centimètre, pour qu'elle ne claque pas. J'ai traversé le jardin dans l'obscurité, en évitant les graviers qui crissaient sous mes pas. J'ai rejoint le taxi qui m'attendait au bout de l'allée, ses phares éteints, pour ne pas attirer l'attention. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas prévenu Bruno. Je suis partie comme une voleuse dans la nuit, alors que c'était moi qu'on volait, alors que c'était moi la victime. En montant dans le taxi, j'ai regardé une dernière fois cette maison qui avait été ma prison pendant près de 2 ans. Les fenêtres sombres, le jardin impeccable, la façade moderne et sans âme.
et j'ai su que je n'y remettrais jamais les pieds. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai jamais dans cette maison. Le chauffeur de taxi m'a regardé dans le rétroviseur. Cette vieille femme avec une valise cabossée et un sac plastique serré contre sa poitrine, qui sortait d'une maison bourgeoise à presque 5 heures du matin. « Ça va, madame ?» a-t-il demandé. « Ça va aller » ai-je répondu. « Emmenez-moi à Vincennes, s'il vous plaît. » Le taxi m'a déposé devant l'immeuble de Michel à 5h30 du matin. Michel, ma meilleure amie depuis 40 ans. Nous nous étions connus quand nos fils étaient à la maternelle ensemble. Depuis, nous ne nous étions jamais perdus de vue. J'ai sonné à l'interphone. 1 fois, 2 fois. À la 3e, j'ai entendu sa voix ensommeillée. « Qui est là ?»« C'est Colette. » Un silence. Puis, « Colette ? Mais qu'est-ce que… » ?»« Monte !» La porte s'est ouverte. J'ai monté les 4 étages à pied, ma valise à la main. Quand je suis arrivée sur le palier, Michel était là, en robe de chambre, les cheveux en bataille, le visage inquiet. Elle m'a regardée. Elle a vu mes yeux rouges, mes mains qui tremblaient, ma valise. Elle n'a posé aucune question, et elle m'a simplement prise dans ses bras. « Entre, Colette !» Je me suis effondrée dans son petit salon, encombré de livres et de plantes vertes. Je me suis assise sur son vieux canapé et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 2 heures, sans pouvoir m'arrêter. Toutes les larmes que j'avais retenues pendant des mois, toute la peur, toute la colère, toute la trahison. Michel m'a fait du thé. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a tenu la main. Elle ne m'a pas interrompue. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a juste attendu que je sois prête à parler. Et quand les larmes se sont taries, quand j'ai pu enfin respirer normalement, je lui ai tout raconté. La mort de Raymond. L'installation chez Bruno et Céline. Les règles non dites. Le mépris à peine voilé. La conversation téléphonique que j'avais surprise. Le garage, les cartons, les documents. Michel m'a écoutée, le visage de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, elle a secoué la tête lentement. « Mon Dieu, Colette, c'est monstrueux. Je sais. Ton propre fils. Je sais. » Elle s'est levée, elle a fait quelques pas dans le salon. Puis elle s'est retournée vers moi, le regard déterminé. « Il te faut un avocat. Tout de suite. Demain matin, 1re heure. » Un avocat? Oui. Ce que ta belle-fille l'a fait, c'est illégal. Faux et usage de faux. Abus de faiblesse. Peut-être même tentative d'escroquerie. Elle risque la prison pour ça. La prison. Je n'avais même pas pensé à ça. Je n'avais pensé qu'à partir, qu'à m'enfuir. « Et Bruno ?» ai-je murmuré. Michel a hésité. Elle connaissait Bruno depuis qu'il avait 3 ans. Elle l'avait vu grandir. Elle avait été là à son mariage. Bruno a fait son choix. Il a choisi sa femme plutôt que sa mère. Il a accepté de te voler, de te faire enfermer. Ce n'est plus le petit garçon que tu as élevé, Colette. C'est un homme adulte qui a pris des décisions. Des décisions criminelles. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Le lendemain matin, Michel a pris rendez-vous avec une avocate qu'elle connaissait. Une certaine maître Renaud, spécialisée dans le droit des personnes âgées et les abus familiaux. Nous l'avons rencontrée dans son cabinet du 11e arrondissement. Une femme d'une 50aine d'années, brune, le regard vif, l'air compétent. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les documents que j'avais récupérés dans le garage. Elle les a examinés longuement, en prenant des notes, en fronçant parfois les sourcils. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi. « Madame Masson,
Ce que votre belle-fille a fait est extrêmement grave. Faux et usage de faux, c'est un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. L'abus de faiblesse sur personne vulnérable, c'est encore plus sévère. Et si on ajoute la tentative d'escroquerie pour la vente de votre maison? Mais ma maison, ai-je dit, je l'ai donnée, légalement, j'ai signé chez le notaire. C'est vrai, et c'est ce qui complique les choses. Une donation est en principe irrévocable. Mais elle a tapoté les documents du doigt. Si nous pouvons prouver que cette donation faisait partie d'un plan plus large pour vous spolier, que vous avez été manipulé, que votre consentement était vicié, nous pouvons demander l'annulation de la donation devant le tribunal. Vous voulez dire que je peux récupérer ma maison? C'est possible, mais je ne vais pas vous mentir. Ce sera long et difficile. Votre fils va se défendre. Sa femme aussi. Ils ont des moyens, ils auront des avocats. Et il faudra prouver la manipulation. Prouver que les documents sont des faux. Prouver votre bonne foi. J'ai serré les poings. Je suis prête. Maître Renaud m'a souri pour la première fois. Bien. Alors, commençons. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles encore que le deuil de Raymond. Parce que cette fois, je devais me battre. Pas seulement survivre, mais me battre activement, chaque jour. Bruno a essayé de me contacter dès le lendemain de mon départ. D'abord par téléphone. Mon portable a sonné, sonné, sonné. Le nom de Bruno s'affichait sur l'écran. Je n'ai pas décroché. Pas une seule fois. Puis les messages ont commencé. Des dizaines de messages. Des messages d'abord inquiets, presque tendres. « Maman, où es-tu » On s'inquiète. Céline m'a dit que tu étais partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelle-moi. Maman, réponds s'il te plaît. Je ne comprends pas. Dis-moi ce qui ne va pas. On peut t'en parler. Maman, je t'en prie. Je suis ton fils. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Je n'ai pas répondu. Et puis, au bout d'une semaine, le ton a changé. Les messages sont devenus plus froids, plus menaçants. Maman, on sait que tu as pris des papiers dans le garage. Céline est furieuse. Ces documents sont confidentiels. Tu n'avais pas le droit de les prendre. Maman, si tu ne réponds pas, on va devoir prendre des mesures. Tu nous forces la main. Maman, je t'avertis. Si tu vas voir un avocat, tu vas le regretter. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. J'ai montré ces messages à Maître Renaud. Elle les a lus avec attention, puis elle a hoché la tête. Gardez tout. Chaque message, chaque appel. Ce sont des preuves de leur culpabilité, de leur panique. Ils savent que vous avez découvert leur plan et ils essaient de vous intimider. Qu'est-ce que je dois faire? Ne répondez pas. Ne leur donnez aucune information sur l'endroit où vous vous trouvez. Et surtout, n'ayez pas peur. La loi est de votre côté. Mais la loi, c'est lent. Terriblement lent. Les procédures se sont mises en place. Maître Renaud a déposé une plainte pour faux et usage de faux, abus de faiblesse, tentative d'escroquerie. Elle a demandé une expertise des documents pour prouver que ma signature avait été falsifiée. Elle a lancé une procédure en annulation de la donation. Et pendant ce temps, je vivais chez Michel, dans son petit appartement sous les toits. Je dormais sur son canapé-lit. Je mangeais avec elle. Je regardais les jours passer. J'avais l'impression d'être une réfugiée, une exilée dans ma propre vie. Un matin, alors que j'étais seule dans l'appartement, Michel partit faire des courses, on a sonné à la porte. J'ai ouvert sans réfléchir, pensant que c'était le facteur ou un livreur. Bruno était là. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés, son visage tiré.
Il portait un costume froissé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Maman !» J'ai voulu refermer la porte. Il a mis son pied dans l'entrebâillement. « Maman, attends, il faut qu'on parle. » « Je n'ai rien à te dire, Bruno. S'il te plaît, 5 minutes, juste 5 minutes. » Je l'ai regardé. Mon fils. Le bébé que j'avais porté pendant 9 mois. L'enfant dont j'avais soigné les genoux écorchés, dont j'avais séché les larmes, dont j'avais payé les études. L'homme qui voulait me voler ma maison et m'enfermer dans un mouroir. « Non », ai-je dit. Mais il ne partait pas. Il restait là dans l'encadrement de la porte, le pied calé contre le chambranle. « Maman, écoute-moi. Je suis désolée. Je ne savais pas ce que Céline préparait. Je te le jure, elle m'a dit que c'était pour ton bien, que tu avais besoin d'aide, que tu devenais confuse, que tu oubliais des choses. » « Confuse ?» Ma voix est devenue glaciale. « Tu as vu le certificat médical, Bruno ? Celui qui dit que j'ai des troubles cognitifs ? Tu sais qui l'a signé. Un médecin que je n'ai jamais rencontré de ma vie. » Il a pâli. Je ne savais pas. Et le mandat de protection ? Celui avec ma signature falsifiée ? Tu ne savais pas non plus ? Il a baissé les yeux. Céline m'a dit que tu l'avais signé, que tu avais oublié. Elle m'a dit... Elle t'a dit ce qu'elle voulait que tu croies. Et toi, tu l'as cru. Tu as cru ta femme plutôt que ta mère. Tu n'es même pas venu me poser la question. Pas une seule fois. Le silence est tombé entre nous, lourd, accusateur. Puis Bruno a dit, d'une voix brisée, « Maman, rentre à la maison. On va tout arranger. Je vais parler à Céline. On va oublier tout ça. » Oublier ? J'ai ri. Un rire amer. Un rire que je ne me connaissais pas. Un rire de vieille femme qui a trop vu, trop souffert. « Bruno, ta femme a essayé de me faire enfermer dans une maison de retraite. Elle a falsifié des documents officiels. Elle a prévu de vendre ma maison, la maison de ton père, pendant que je croupirais dans une chambre de 12 mètres carrés, avec des barreaux aux fenêtres. Et toi, tu veux que j'oublie ? Maman. Non. » Et j'ai reculé d'un pas. « Rentre chez toi, Bruno. Retourne auprès de ta femme. Dis-lui que j'ai porté plainte. Dis-lui que mon avocate a tous les documents, les originaux, ceux qu'elle a falsifiés, et dis-lui que je vais récupérer ma maison. Ma maison, tu m'entends ? Celle que j'ai eu la bêtise de te donner. » Bruno m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Pas de la honte, pas du remords, de la peur pour lui, pour ce qu'il allait perdre, pour les conséquences de ses actes. « Maman, si tu fais ça, Céline ne me le pardonnera jamais. Alors tu as un choix à faire, Bruno, ta femme ou ta mère. » Il a ouvert la bouche. Il a hésité. J'ai vu le combat dans ses yeux, les calculs, les hésitations. Et puis, lentement, il a reculé. « Je suis désolée, maman, mais je ne peux pas la quitter. » Un seul mot, et tout était dit. Je ne peux pas la quitter. Pas « je ne veux pas », pas « je l'aime trop ». Je ne peux pas. Comme si c'était impossible. Comme si Céline avait un pouvoir sur lui. Une emprise qu'il ne pouvait pas briser. Il est parti. J'ai fermé la porte. Je me suis appuyée contre le mur, les jambes tremblantes. Michel est rentrée quelques minutes plus tard, les bras chargés de courses. Elle m'a trouvée assise sur le canapé, le regard vide. « Colette, qu'est-ce qui s'est passé ? » Bruno est venu. Et il a choisi sa femme. Michel a posé ses sacs. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a pris la main. « Je suis désolée. » « Ne le sois pas. Au moins maintenant c'est clair. Je sais exactement où j'en suis. »
Les semaines suivantes, j'ai découvert que Céline était encore plus dangereuse que je ne le pensais. Elle n'allait pas se laisser faire. Elle allait contre-attaquer. Maître Renaud m'a appelé un matin de décembre. La voix grave. « Madame Masson, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre belle-fille a déposé une requête auprès du juge des tutelles. Elle demande votre mise sous curatelle. » Mon sang s'est glacé. « Quoi ? Elle prétend que vous souffrez de troubles cognitifs sévères, que vous êtes incapable de gérer vos affaires, que vous représentez un danger pour vous-même. Elle a fourni le certificat médical, celui que vous avez trouvé dans le garage, et elle a aussi fourni des témoignages. Des témoignages de qui ? De voisins, de commerçants, des gens qui disent vous avoir vu confuse ou désorientée ces derniers mois. Une boulangère qui affirme que vous avez oublié de payer une fois. Un pharmacien qui dit que vous lui avez demandé 3 fois le même médicament en une semaine. Des choses comme ça. J'ai fermé les yeux. Céline avait préparé son coup depuis longtemps, bien avant que je ne découvre le garage. Elle avait monté un dossier. Elle avait recruté des témoins. Elle avait tout planifié avec une précision terrifiante. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé. « On se bat. On demande une contre-expertise médicale par un psychiatre indépendant. On trouve nos propres témoins, des gens qui peuvent attester de votre lucidité. Et on prouve que tout cela est un montage, une machination. » Les mois qui ont suivi ont été une guerre silencieuse, menée dans des bureaux d'avocats et des cabinets de médecins, à coups de documents et de témoignages. Il y a eu des audiences au tribunal, des convocations, des interrogatoires, des confrontations. Chaque fois, je devais prouver que j'étais saine d'esprit, que je savais quel jour on était, comment je m'appelais, où j'habitais, que je n'étais pas confuse, pas désorientée, pas sénile. Le psychiatre expert m'a reçu dans son cabinet pendant 2 heures. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux blancs et des lunettes rondes. Il avait un bureau encombré de livres et de dossiers, et il m'a fait asseoir dans un fauteuil confortable, face à lui. Il m'a posé des dizaines de questions. Des tests de mémoire d'abord. Répéter une liste de mots, les retrouver 10 minutes plus tard. Raconter ce que j'avais fait la veille, ce que j'avais mangé au petit déjeuner. Des tests de logique ensuite. Résoudre des petits problèmes, trouver la suite d'une série de nombres, expliquer le sens d'un proverbe. Des tests de raisonnement, enfin. Analyser une situation hypothétique, prendre une décision, justifier mes choix. Puis, il m'a posé des questions sur ma vie. Mon passé, mon présent, mes projets, mon mariage avec Raymond, la naissance de Bruno, ma carrière d'institutrice, la mort de Raymond, l'installation chez Bruno et Céline, la découverte du garage. Je lui ai tout raconté, sans rien cacher, sans rien embellir. Il m'a observé pendant tout ce temps. Il notait mes réactions, mes hésitations, mes émotions. Il regardait comment je m'exprimais, comment je structurais mes pensées, comment je répondais aux questions pièges qu'il glissait parfois dans la conversation. À la fin de l'examen, il a posé son stylo et m'a regardé longuement. J'avais le cœur qui battait la chamade, les mains moites, l'estomac noué. De ce rapport dépendait ma liberté. « Madame Masson, je dois vous dire quelque chose. »« Oui, vous êtes l'une des personnes les plus lucides que j'ai examinées cette année. Votre mémoire est excellente. Votre raisonnement est parfaitement logique. Votre capacité d'analyse est au-dessus de la moyenne. Vous n'avez aucun, je dis bien aucun, signe de déclin cognitif. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. « Merci. Ne me remerciez pas. Je ne fais que constater la réalité. Et la réalité, c'est que quelqu'un a essayé de vous faire passer pour folle. Et ce quelqu'un s'est trompé.
Le rapport d'expertise a été déposé auprès du juge des tutelles. Il concluait à l'absence totale de troubles cognitifs. Il mentionnait également des incohérences majeures dans le certificat médical fourni par Céline, des incohérences qui suggéraient fortement une falsification. Le juge des tutelles a rejeté la demande de curatelle. Céline a fait appel, mais l'appel a également été rejeté. Un premier round de gagné. Mais la guerre n'était pas finie. Pendant ce temps, la procédure pour récupérer ma maison avançait. Lentement, douloureusement, mais elle avançait. L'expert graphologue avait analysé le mandat de protection future. Son rapport était formel. La signature n'était pas la mienne. C'était une imitation. Habile certes, mais une imitation. Quelqu'un avait étudié ma signature, s'était entraîné à la reproduire et avait signé ce document à ma place. Le notaire qui avait enregistré le mandat a été interrogé. Il a affirmé que Madame Céline Masson était venue seule dans son étude, prétendant que sa belle-mère était souffrante et ne pouvait pas se déplacer. Elle avait apporté le document déjà signé. Les preuves s'accumulaient. Le dossier devenait de plus en plus solide. Je me demande encore parfois si j'ai fait le bon choix. Attaquer mon propre fils en justice, le traîner devant les tribunaux. Parfois, la nuit quand je n'arrive pas à dormir, je repense à toutes ces années où nous étions heureux ensemble. Où il était mon petit garçon, où je l'aimais plus que tout au monde. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous laissé faire? Un jeudi de mars, après 8 mois de procédure, Maître Renaud m'a appelé. Sa voix était différente, plus légère. « Madame Masson, c'est terminé. » Mon cœur s'est arrêté. Terminé comment? Et le tribunal a rendu son jugement. La donation est annulée pour vice de consentement. Votre maison de Clamart vous appartient à nouveau. Vous êtes officiellement propriétaire. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. C'est vrai? Oui. Le juge a estimé que la donation faisait partie d'un ensemble de manœuvres frauduleuses visant à vous spolier. Les faux documents, le certificat médical bidon, la demande de placement, tout cela a joué un rôle décisif dans sa décision. Et Céline? Elle a été condamnée pour faux et usage de faux. 18 mois de prison avec sursis. Elle échappe à la prison ferme. Mais elle a un casier judiciaire maintenant. Et une interdiction de vous approcher pendant 5 ans. 18 mois avec sursis. Ça me semblait peu au regard de ce qu'elle m'avait fait. Mais au moins, c'était une condamnation. Une reconnaissance officielle de sa culpabilité. Et Bruno? Maître Renaud a marqué une pause. Bruno n'a pas été poursuivi pénalement. Il a affirmé devant le juge qu'il n'était pas au courant des falsifications, que sa femme avait agi seule, qu'il avait été manipulé lui aussi. Le tribunal a retenu sa bonne foi. Sa bonne foi. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Bruno avait menti. Il avait menti pour sauver sa peau, pour échapper aux poursuites. Et le tribunal l'avait cru. Mais au fond, peu importait. J'avais récupéré ma maison. J'avais gagné. Le soir même, Bruno m'a appelé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai décroché. « Maman, Bruno. » Silence. Un long silence. Lourd de tout ce qui s'était passé entre nous. « Maman, je voulais te dire, je suis content que tu aies récupéré ta maison. » Vraiment? Oui, tu la mérites. C'était la maison de papa. Tu as eu raison de te battre. J'ai attendu. J'attendais autre chose. Des excuses peut-être. Une reconnaissance de ce qu'il m'avait fait subir. Un mot de remords, de regret. Mais il a dit « Maman, Céline est effondrée. Cette condamnation va ruiner sa carrière.
Personne ne voudra plus travailler avec elle, dans l'immobilier, pas avec un casier judiciaire. Est-ce que tu pourrais lui écrire une lettre, dire que tu lui pardonnes, demander une remise de peine? J'ai failli lâcher le téléphone. Pardon? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais elle a compris sa leçon. Elle regrette. Elle ne recommencera plus. Et si toi, la victime, tu intercèdes en sa faveur, le juge pourrait peut-être... Bruno. Ma voix était calme, trop calme. Ta femme a essayé de me faire enfermer. Elle a falsifié ma signature. Elle a voulu voler ma maison, la maison où tu as grandi, la maison de ton père. Et tu me demandes de la protéger? C'est ma femme, maman. Et moi, je suis ta mère. Silence. Bruno, je vais te poser une question. Une seule. Et je veux une réponse honnête. Pas de mensonges, pas d'excuses, pas de faux fuyants. La vérité, simplement. D'accord. Est-ce que tu savais, pour les documents, pour le placement, est-ce que tu savais vraiment ce que Céline préparait? Est-ce que tu savais qu'elle falsifiait ma signature, qu'elle préparait mon enfermement, qu'elle comptait vendre ma maison pendant que je serais parquée dans un mouroir? Le silence a duré une éternité. 1 minute, peut-être 2. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. J'entendais presque les rouages de son cerveau tourner, chercher la meilleure réponse, celle qui lui causerait le moins de tort, celle qui lui permettrait de sauver la face. J'ai attendu. Je ne disais rien. Je le laissais se débattre avec sa conscience, si tant est qu'il en ait encore une. Puis, finalement, d'une voix à peine audible, je me doutais de quelque chose. J'ai vu des papiers, des documents. J'ai entendu des conversations téléphoniques. Mais je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas voir. Je me suis dit que Céline savait ce qu'elle faisait, qu'elle avait raison, que tu serais mieux dans un endroit où on s'occuperait de toi. Je me suis menti à moi-même. Je me suis convaincue que c'était pour ton bien. Voilà la vérité. Enfin, il se doutait. Mais il avait choisi de fermer les yeux, de laisser faire, de me sacrifier pour avoir la paix dans son couple. Adieu, Bruno. Maman, attends. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Et je suis restée assise dans le salon de Michel, à regarder le mur, pendant 1 heure entière. 1 semaine plus tard, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire. Pas le notaire de Bruno et Céline. Le mien. Maître Lefort, un homme que je connaissais depuis 30 ans, qui avait été le notaire de Raymond et moi. « Madame Masson, que puis-je faire pour vous? Je veux modifier mon testament. » Il a hoché la tête, sans montrer la moindre surprise. « Je vous écoute. Mon fils Bruno est actuellement mon unique héritier. Je veux le retirer du testament. » Maître Lefort a posé son stylo, m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous êtes sûr? C'est une décision importante. Absolument sûr. Vous savez qu'en France, les enfants ont droit à une part réservataire. Vous ne pouvez pas le déshériter complètement. La loi protège les héritiers réservataires. Je sais, mais je peux réduire sa part au minimum légal, n'est-ce pas? C'est exact. Bruno aura droit à la moitié de votre patrimoine. C'est la réserve héréditaire pour un enfant unique. Mais vous pouvez disposer librement de l'autre moitié. Parfait. C'est cette autre moitié que je veux organiser. Et qu'en faites-vous? J'ai réfléchi un instant. J'y avais pensé depuis des semaines, depuis le jour où j'avais récupéré ma maison. Et la réponse m'était venue naturellement. Je veux créer une fondation pour aider les personnes âgées, victimes d'abus familiaux, celles à qui on vole leur maison, leur dignité, leur liberté, celles qui sont placées contre leur gré
par des enfants cupides, celles qui n'ont personne pour les défendre. Maître Lefort m'a regardé longuement. Puis il a souri. « C'est une très belle idée, Madame Masson. Une idée qui a du sens. C'est la seule chose qui a du sens pour moi maintenant. Nous avons passé 2 heures à rédiger les documents. Les statuts de la fondation, le testament modifié, les clauses juridiques. Quand j'ai signé, quand j'ai paraphé chaque page, j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Je ne subissais plus. Je choisissais. Pour la première fois depuis la mort de Raymond, je décidais de mon avenir. En sortant de l'étude du notaire, j'ai marché dans les rues de Paris. C'était une belle journée de printemps. Le ciel était bleu. Les arbres commençaient à fleurir. J'ai marché longtemps, sans but, juste pour le plaisir de sentir mes jambes me porter, de sentir le soleil sur mon visage. Et sur un banc près du jardin du Luxembourg, j'ai vu une femme. Elle devait avoir mon âge, peut-être un peu plus. Elle était assise toute seule, un mouchoir à la main, les épaules secouées de sanglots. Je me suis arrêtée. J'aurais pu passer mon chemin. J'aurais pu me dire que ce n'était pas mes affaires. Mais quelque chose m'a poussée vers elle. « Madame, ça va ?» Elle a levé les yeux vers moi. Des yeux rouges, gonflés de larmes. Mon fils veut me faire placer. Il dit que je ne peux plus vivre seule. Mais je ne suis pas folle. Je ne suis pas malade. Je veux juste rester chez moi. Mon cœur s'est serré. Cette femme, c'était moi il y a quelques mois. Perdue, désespérée, seule face à une famille qui voulait se débarrasser d'elle. « Venez », ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. « Racontez-moi. » Elle s'appelait Marguerite. Son histoire ressemblait à la mienne. Une maison qu'elle avait donnée à son fils. Une belle fille qui la traitait comme une servante. Des documents qu'on lui faisait signer sans les lire. Et maintenant, une menace de placement. Je l'ai écoutée pendant 1 heure. Et puis, j'ai sorti de mon sac la carte de visite de Maître Renaud. « Appelez cette avocate. Dites-lui que vous venez de ma part. Elle va vous aider. » Marguerite a pris la carte, les mains tremblantes. « Pourquoi vous faites ça? »« Vous ne me connaissez même pas. » Parce qu'il y a quelques mois, quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. Et maintenant, c'est mon tour d'aider les autres. Elle m'a regardée avec des yeux brillants de larmes, mais cette fois, des larmes de gratitude. Merci, merci infiniment. Je l'ai serrée dans mes bras, cette inconnue qui n'en était plus une. Et en la quittant, j'ai su que j'avais trouvé ma mission. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai récupéré ma maison de Clamart. Je suis rentrée un jour d'avril, les clés à la main, le cœur battant. C'était un matin de printemps. Le ciel était bleu. Les oiseaux chantaient dans les arbres du quartier. J'ai remonté l'allée que j'avais remontée des milliers de fois, celle-là même où Bruno avait fait ses premiers pas de vélo, celle où Raymond râlait en poussant la tondeuse chaque dimanche d'été. La maison était vide, complètement vide. Bruno et Céline avaient tout emporté, absolument tout. Les meubles que Raymond et moi avions achetés ensemble au fil des années, les tableaux que nous avions choisis pendant nos vacances, les bibelots qui décoraient chaque étagère, chaque recoin. Il ne restait que les murs nus, le parquet éraflé par le passage des déménageurs, les traces rectangulaires sur les murs, là où pendaient les cadres. J'ai fait le tour des pièces, lentement, comme si je redécouvrais un endroit que j'avais oublié. La cuisine, où il n'y avait plus ni table ni chaise, où les placards étaient vides, où même les rideaux avaient disparu. Le salon, immense et désert, où le moindre bruit résonnait comme dans une cathédrale. La chambre, notre chambre à Raymond et moi,
où le lit avait laissé des marques sur le parquet. Ils avaient même pris les rosiers du jardin, ceux que Raymond avait plantés quand nous avions emménagé, il y a plus de 40 ans. Il les avait achetés dans une pépinière de Normandie, pendant nos vacances de Pâques. Il les avait transportés dans le coffre de notre vieille Renault. Il les avait plantés lui-même, à genoux dans la terre, en me disant qu'un jour, ces rosiers couvriraient tout le mur du fond. Et ils avaient fini par le faire, au bout de 10 ans, de 20 ans. Chaque printemps, le mur se couvrait de roses rouges et blanches, et Raymond me coupait un bouquet pour la table du salon. Ces rosiers, Bruno et Céline les avaient arrachés. Il ne restait plus que des trous dans la terre, des mottes de racines laissées là comme des cadavres. J'ai marché dans les pièces vides, la cuisine où Raymond préparait le café, le salon où nous regardions la télévision le soir, la chambre où nous avions dormi ensemble pendant 4 décennies, le bureau où il rangeait ses papiers, ses livres, ses souvenirs de carrière. Tout était vide, mais les murs étaient là, le jardin était là, la lumière qui entrait par les fenêtres était la même. Je me suis assise au milieu du salon, sur le parquet froid, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré de joie. J'étais chez moi. J'ai remeublé la maison petit à petit, pas avec les mêmes meubles qu'avant, pas avec des copies de ce que j'avais perdu, avec des choses nouvelles, des choses à moi. Un canapé confortable dans des tons clairs, une table de cuisine en bois massif, des étagères pleines de livres. Des plantes vertes partout, parce que j'aime les plantes et que Céline ne m'autorisait pas à en avoir chez elle. J'ai fait repeindre les murs en blanc cassé, une couleur douce et lumineuse. J'ai acheté des rideaux légers qui laissent passer le soleil. J'ai accroché des photos, des vraies photos de ma vie. Raymond et moi le jour de notre mariage. Bruno bébé dans mes bras. Mes parents qui souriaient sur une plage de Bretagne. Une nouvelle vie dans une vieille maison. Michel vient me voir tous les dimanches. Nous prenons le thé dans le jardin quand il fait beau, dans le salon quand il pleut. Elle me raconte les potins du quartier, je lui raconte mes lectures et mes projets. Nous rions ensemble, comme nous l'avons toujours fait. J'ai replanté des rosiers dans le jardin. Pas les mêmes que ceux de Raymond, mais des rosiers quand même. Des roses rouges, des roses blanches, des roses jaunes. Ils ont pris racine, ils ont fleuri au printemps. Quand je les regarde, je pense à Raymond. Je me dis qu'il serait fier de moi. Bruno ne m'a plus contacté depuis notre dernière conversation téléphonique. J'ai appris par des connaissances communes que son couple allait mal, que Céline lui reprochait tout, la condamnation, la perte de la maison, sa carrière ruinée, qu'ils se disputaient sans cesse. Je ne ressens rien quand j'entends ces nouvelles. Ni satisfaction, ni tristesse. Juste du vide, comme si Bruno était devenu un étranger. Quelqu'un que j'avais connu autrefois mais qui n'avait plus rien à voir avec ma vie. Un soir, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Mon nom était écrit à la main, d'une écriture que je reconnaissais. À l'intérieur, une seule phrase. « Pardon, maman ». L'écriture de Bruno, son écriture maladroite d'adulte, qui n'écrit plus jamais à la main. J'ai regardé cette lettre longtemps. J'ai retourné le mot entre mes doigts. J'ai relu ces 2 mots 10 fois, 20 fois. « Pardon, maman ». Est-ce que ça suffisait? Est-ce que 2 mots pouvaient effacer tout ce qui s'était passé? Les mensonges, les trahisons, les falsifications, la cupidité. J'ai posé la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je lui répondrai. Peut-être pas. Pour l'instant, je n'ai rien à lui dire. Parce que j'ai compris quelque chose pendant ces 2 années de combat. Le pardon n'est pas une obligation. C'est un choix. Et parfois, le meilleur choix, c'est de se pardonner soi-même d'abord.
de se pardonner d'avoir fait confiance, d'avoir aimé aveuglément, d'avoir cru que l'amour d'une mère suffirait à tout. Ma fondation a été créée il y a 3 mois. Elle s'appelle Mère debout. Elle aide les femmes âgées victimes d'abus familiaux, celles qu'on veut dépouiller, placer, faire taire. Nous avons déjà accompagné une dizaine de dossiers. Marguerite, la femme du jardin du Luxembourg, a récupéré sa maison elle aussi. Elle m'appelle parfois pour me donner des nouvelles. Je passe mes journées à recevoir des témoignages, à orienter vers des avocats, à écouter des histoires qui ressemblent à la mienne. C'est dur parfois. C'est douloureux de voir combien de femmes sont maltraitées par leurs propres enfants. Mais c'est aussi beau, parce que chaque victoire est une revanche sur l'injustice. Je m'appelle Colette Masson. J'ai 69 ans. Mon fils m'a trahi. Ma belle-fille a essayé de me voler ma vie. Et aujourd'hui, je suis libre. Pas riche, pas heureuse tous les jours, mais libre. La nuit, parfois, je repense à ce garage, à ces cartons avec mon nom dessus, à cette vie qu'on avait mise en boîte, prête à être jetée. Et je me dis, ils ont voulu m'enfermer dans l'obscurité. Mais c'est dans l'obscurité que j'ai trouvé la vérité. C'est dans ce garage froid et poussiéreux que j'ai compris qui j'étais vraiment et ce dont j'étais capable. Si mon histoire peut aider une seule femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à choisir la dignité plutôt que la soumission, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Céline a semé le mensonge. Elle a récolté la honte et la condamnation. Bruno a semé la lâcheté. Il a récolté la solitude et le regret. Et moi, Colette, j'ai semé la patience et la persévérance. J'ai récolté ma maison, ma liberté et une mission qui donne un sens à mes dernières années. On m'a demandé un jour si je regrettais d'avoir donné ma maison à Bruno, si je regrettais de lui avoir fait confiance. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Non, je ne regrette pas. Parce que si je n'avais pas fait cette erreur, je n'aurais jamais découvert qui était vraiment mon fils. Je n'aurais jamais appris à me battre, à me défendre, à me relever. Je serais restée cette femme docile et silencieuse, qui disait oui à tout, qui se sacrifiait sans jamais rien demander en retour. Cette femme-là est morte dans un garage, une nuit de novembre. Et une autre femme est née à sa place. Une femme plus forte, plus lucide, plus déterminée. Une femme debout. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une autre lettre de Bruno. Plus longue cette fois. Plusieurs pages, écrites à la main. Il me racontait que Céline et lui s'étaient séparés, qu'elle était partie vivre chez ses parents, de l'autre côté de la France. Qu'il était seul maintenant, dans leur grande maison de Meudon, avec tous ces meubles design qu'il n'avait jamais aimés. Il me racontait qu'il pensait à moi tous les jours, qu'il se réveillait la nuit en se demandant comment il avait pu me faire ça, comment il avait pu se laisser aveugler à ce point. Il me demandait pardon, pas juste avec un mot cette fois, mais avec des phrases entières, des explications, des regrets. Et à la fin, il me demandait si un jour, peut-être, nous pourrions nous revoir, prendre un café quelque part, parler comme une mère et son fils. J'ai lu cette lettre 3 fois. J'ai senti les larmes monter, mais je ne les ai pas laissées couler. Je ne sais pas encore ce que je vais répondre. Peut-être que je lui écrirai. Peut-être que je lui proposerai ce café. Ou peut-être que je rangerai cette lettre avec la première, dans ce tiroir qui contient les traces de mon ancienne vie. Ce que je sais, c'est que le pardon viendra peut-être un jour. Pas aujourd'hui, pas demain, mais peut-être un jour, quand les blessures auront cicatrisé, quand la colère aura fondu,
Quand je pourrais regarder Bruno sans voir le visage de l'homme qui a voulu me voler ma vie? En attendant, je vis. Je vis pleinement, intensément, comme je n'ai jamais vécu avant. Je me lève chaque matin dans ma maison. Je prépare mon café dans ma cuisine. Je m'assieds sur mon balcon et je regarde le jardin, les roses qui poussent, les oiseaux qui chantent. Je reçois des femmes qui ont besoin d'aide. Je les écoute, je les conseille, je les oriente. Je leur dis qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas inutiles, qu'elles ont le droit de se défendre. Je vois Michel chaque semaine. Nous rions, nous pleurons, nous partageons nos souvenirs et nos espoirs. Je vis, simplement, dignement, librement. Et quand je repense à cette phrase de Céline, « Si tu vas à la maison, n'entre pas dans le garage », je souris, parce que c'est en entrant dans ce garage que j'ai trouvé la clé de ma liberté. C'est en désobéissant que j'ai appris à me tenir debout. C'est en affrontant la vérité que j'ai trouvé la force de me battre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de suivre mon histoire, avec ses douleurs et ses victoires, ses larmes et ses espoirs. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, avec votre mère, votre grand-mère, votre tante, avec toutes ces femmes qui ont donné sans compter et qui méritent qu'on prenne soin d'elles. Parce que parfois, une histoire change toute une journée. Une histoire donne le courage de se lever, de dire non, de se battre. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très bientôt.